Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'atelier Villemar Associés. Bonjour Jérôme Villemar. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes architecte urbaniste, fondateur et à la tête de l'atelier Villemar Associés, dit AVA, situé 2 rue de la Roquette dans le fameux quartier Bastille, le quartier des architectes. Exactement. Vous enseignez et co-dirigez le master mutation à l'École nationale d'architecture de Strasbourg. Depuis 2006, d'abord dans le cadre de l'agence BVAU et depuis 2018 sous l'intitulé AVA, vous réalisez des projets de toutes dimensions aux sujets variés, habitat, tertiaire, santé, des équipements publics et des projets d'urbanisme. Vous participez également à des concours internationaux tels que la reconstruction de l'hôpital pour enfants de Zurich, l'école polytechnique de Paris-Saclay ou le quartier du Belvédère à Bordeaux. En 2012, vous êtes même lauréat du prix international Europe 40 Under 40, décerné par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, qui récompense les architectes européens les plus prometteurs de moins de 40 ans. Récemment, vous vous êtes associé avec Marie Madinier, votre collaboratrice depuis 10 ans, et Tuc de Alprigean, un jeune collaborateur qui a intégré l'équipe en 2017. Votre agence intervient de la conception à l'exécution. Vous privilégiez le croisement de l'architecture, de la ville et des territoires. Vos clients sont des maîtrises d'ouvrage publics et ou privés, beaucoup de villes, des métropoles, des SEM, des centres hospitaliers, des promoteurs comme ICAD, des bailleurs sociaux comme I3F et j'en passe. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Où et comment se sont déroulées vos études? Oui, merci pour ce résumé Anne-Charlotte. Eh bien, moi, mon histoire d'architecte, elle commence justement, tu citais l'intitulé de l'attention à l'architecture, à la ville et au territoire. Eh bien, moi, je viens de cette école de l'architecture de la ville et des territoires, qui est l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui a été créée par un groupe de professeurs dans les années 2000. Et je dirais, puisque tu parles d'envie d'architecture, moi, ça a commencé pendant ces études, quoi. Avant ces études, je voulais pas vraiment être architecte. Je voulais faire de l'histoire de l'art, en fait, et de l'art. Mais pourquoi tu t'es inscrit alors en école d'archi? Parce que je voulais faire de l'histoire de l'art et je voulais faire de la philosophie. Et au gré de discussions diverses et variées avec des personnes autour de moi qui m'ont dit mais peut-être que l'architecture c'est tout ça à la fois. Je me suis retrouvé en école d'architecture. Je me suis retrouvé sélectionné en école d'architecture d'abord, donc j'ai été voir. Et puis, comme il n'y a pas de prépa en école d'architecture, on se retrouve vite à tester les choses en première année. Et c'est vrai que je me suis trouvé tout de suite très stimulé et très passionné d'écouter ce qu'il y avait à écouter et de faire ce qu'il y avait à faire. En fait, je crois que je suis vraiment né à ce métier-là quand j'ai croisé un certain nombre d'enseignants, architectes, qui étaient des personnes dont la parole était importante et intéressante. Je pense à Yves Lion, je pense à Jacques Lucan, je pense à Alexandre Chemetov, je pense à Sébastien Marot, je pense à plein de gens qui sont les fondateurs de cette école, qui, pour certains, y enseignent encore, et où j'ai compris que finalement l'architecture ça pouvait être quelque chose de significatif pour la société, pas simplement un acte formel ou un acte plastique, même si c'est forcément aussi un acte formel, c'est tout à fait un acte formel d'ailleurs. Pour tout te dire, quand j'ai compris ça et que j'ai vu que en fait on pouvait être utile à quelque chose et que c'était un levier important pour être un acteur de notre société, j'ai trouvé ça passionnant et donc la question ne s'est jamais posée de faire autre chose que ça en fait une fois que tu as été baigné. Oui, ouais, tout à fait. Mais avant, tu avais des rêves tu rêvais
à d'autres choses? Pas? Non? Non, je dirais, moi, j'ai peut-être même encore aujourd'hui, mes affinités, c'était plutôt des questions, c'était plutôt trouver le sens des choses, j'étais plutôt quelqu'un de littéraire et j'avais plutôt beaucoup de questions et je crois que si j'avais pas trouvé ça, cette possibilité de répondre à des questions, de donner du sens à son travail, de s'inscrire dans une démarche plus large, j'aurais sans doute pas continué architecture et donc non, avant de commencer ces études, il n'y a pas comme certains étudiants me disent parfois, de papa architecte ou de lignée ou quoi que ce soit. Mais je m'y suis trouvé extrêmement à l'aise et ravi de faire ces études-là. Et je pense que c'est beaucoup grâce aux gens que j'ai croisés qui m'ont donné des choses qui étaient significatives, quoi, et qui me servent encore aujourd'hui. Ouais. Et tu dessinais enfant, parce que juste avant de démarrer l'émission, tu m'as montré tes dessins. C'est vrai. Et des dessins que je trouve de grande qualité. Et du coup, tu dessinais avant? Ouais, Ouais. tout à fait, ouais, tu as raison. Tu avais cette appétence J'oublie déjà. de le dire et je n'en parle jamais, mais c'est vrai Ouais. que j'ai toujours dessiné par contre. Ouais. Tout jeune, j'ai beaucoup dessiné, oui, ça c'est vrai, j'ai toujours beaucoup dessiné. T'as pas fait un bac art plastique? Pas du tout, Non, j'ai pas fait du un tout. bac économique, ce Ah qu'on oui. appelait un bac B à l'époque. Mais je crois que j'ai eu quelque chose comme 17 en philosophie et 4 en économie, pour tout vous dire. Donc ça donne un peu le profil de la personne. C'est vrai que dans ma formation, il y a un peu une double chose, c'est que j'ai côtoyé des paroles d'architectes et d'enseignants qui s'intéressaient énormément à la ville. Et on était pris aussi dans cette époque des années 90 où les architectes se réintéressaient beaucoup à la ville, la primauté de la ville, la question du territoire et comment est-ce qu'on peut faire société, on peut faire architecture, on peut faire lieu commun et comment la ville peut traduire tout ça et comment les architectes peuvent prendre possession de cette question-là. Et puis ça c'est plutôt du côté de Yves Lion, d'Alexandre Chemetov et tant d'autres gens de cette école, et puis de l'autre côté, d'autres gens qui étaient plus sur la question de la forme, la question de la discipline architecturale, la question purement de la matière, de la géométrie. Alors on peut penser à Jacques Lucan, et puis à d'autres, Éric Lapierre par exemple, plus récemment, qui a repris le master de Jacques Lucan. Enfin, je suis un peu entre ces deux apprentissages, finalement, qui sont évidemment totalement complémentaires, et qui se mélangent, comme pour beaucoup d'entre nous, je pense, de cette génération-là et de cette école-là. C'est vrai, je l'ai constaté, Tu mais vois. du coup, c'est assez fort chez toi. Et ce sont peut-être cet enseignement, ces deux types d'enseignement étaient des éléments vraiment fondateurs. Oui, je pense, ouais, parce qu'il y a à la fois cette volonté de donner forme de manière très claire, très précise, de fabriquer une sorte de permanence qui soit utilisable dans le temps, qui soit évidemment un fait spatial pour ici et maintenant, mais qui soit quelque chose qui s'inscrit dans une forme de durée aussi, et parce que les architectures qui durent sont les architectures qui ont vocation à durer, donc qui ont légitimité à traverser le temps. Donc c'est un bon moyen de tester la qualité d'une architecture, de savoir celles qui ont duré et celles qui n'ont pas duré. Et en même temps de considérer qu'il n'y a pas une autonomie de l'objet par rapport à son environnement, quoi. Et encore moins aujourd'hui, puisque les questions environnementales notamment sont des questions qui deviennent de plus en plus prégnantes, voire qui se deviennent principales et dimensionnantes. Et donc effectivement de l'autre côté, de considérer d'abord ce qu'est un lieu, ce qu'est une géographie, de constater les besoins et de partir de quelque chose d'exogène et d'extérieur à l'objet, à l'architecture, à la commande, au programme, pour apporter une réponse qui tente, non peut-être pas de dépasser la question, mais en tout cas de s'inscrire dans un contexte plus large, qui est cette question notamment de l'attention au territoire, évidemment. Bien sûr. Alors, le début de ta carrière. Oui. Tu as commencé ton activité d'architecte. J'ai constaté qu'il s'est écoulé 6-7 ans avant la création de ton agence. Bah, j'ai commencé à travailler avant d'être architecte. Et puis, en réalité, je me suis donc diplômé en 1999, au XXe siècle, dans cette école. Et en fait, je me suis installé en libéral tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que les 7 ans dont tu parles, c'est à moitié de travailler dans des agences, plutôt chez des urbanistes encore finalement, pas seulement, mais voilà, j'ai travaillé chez Bernard Huette, j'ai travaillé chez Yves Lion, chez Pierre Grandnier, j'ai travaillé même un peu chez Jean-Pierre Buffy, qui à l'époque sortait la ZAC de Bercy, voilà, donc ça date un peu.
Et en parallèle, je commençais à faire des concours avec les jeunes architectes de ma génération, qui sont encore aujourd'hui mes amis, avec qui on travaille encore aujourd'hui, pour certains, et avec qui on fait des collaborations parfois, parce que on est dans une époque où tout est de plus en plus collectif, et c'est pas mal aussi de constater qu'il y a une sorte de familiarité, de champ des possibles humains, comme ça, à être plusieurs à travailler sur des thèmes ou des projets très concrètement communs. Et donc Repan, une première maison à Paris que personne ne connaît parce que j'ai jamais communiqué dessus, qui est rue Campagne Première. Donc des premières expériences, voilà. Et l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école? Moi, en tout cas, en sortant de l'école, je pensais qu'il fallait changer le monde. Et je pense qu'il faut encore le faire. Donc, c'est bon signe. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'accompli dans cette catégorie-là. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, évidemment. Donc non, j'ai pas l'impression d'avoir accompli ce que je veux accomplir, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et qu'on peut pas faire tout seul et qu'il faut surtout pas prétendre à faire simplement grâce à l'architecture. Mais non, je crois que par rapport à l'époque de l'école, je crois que je sais ce que je veux maintenant et ce que je veux pas, ce qui est pas mal, ce qui m'est utile chaque jour. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que pendant ces 7 années que tu évoquais précédemment, en fait, j'ai commencé à être assistant aussi, à être jeune professeur, c'est-à-dire que les professeurs qui ont été les miens ensuite sont devenus des gens avec qui j'ai été jeune professeur et qui m'ont appris aussi à être professeur, pour certains. Et en fait, du coup, j'ai continué à apprendre aussi, j'ai continué à réfléchir. J'ai été confronté à des étudiants à partir de 2004, en fait. J'ai commencé grâce à un architecte qui s'appelle François Leclerc, chez qui j'ai pas mal travaillé aussi. Puis j'ai travaillé avec Yves Lion, et puis j'ai travaillé avec Adelfo Scaranello, qui est un très très bon et grand architecte. J'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi mon envol par rapport à cette question de l'enseignement depuis. Mais je dirais, c'était une période où... en tout cas, par rapport à ta question, est-ce que les ambitions du jeune architecte ou de l'ex-étudiant ont été accomplies? Moi, j'ai plutôt l'impression de toujours affiner ce que doivent être les objectifs chaque jour, et au gré d'une réflexion qui est active dans l'enseignement, dans le projet. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut, en fait. C'est de savoir ce qu'on veut défendre, ce qu'on est peut-être capable de défendre, de ne pas essayer de mener tous les combats, d'essayer de se positionner justement... dans un monde qui est complexe, avec des enjeux qui sont nombreux, des acteurs du projet, du cadre bâti qui sont nombreux. Je crois que par rapport à cette époque-là, je sais de mieux en mieux ce que je veux faire, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant l'histoire de tes projets, peut-être en partant du général à l'urbanisme, en allant vers le particulier, l'architecture, si ce mouvement-là te convient? Autrement, tu t'empares de la question comme tu veux. Oui. Effectivement, pour moi, on ne peut pas aller du général au particulier. C'est-à-dire, il n'y a pas de général et de particulier. Si tu veux, je pense que l'architecte, la discipline architecturale, elle est capable de faire projet, d'avoir une position, une vision à l'échelle du territoire, comme à l'échelle de l'objet architectural, comme à l'échelle de la pièce. Et elle peut régler des problèmes, ou en tout cas contribuer, proposer des solutions à toutes les échelles. Donc, moi, je défends une position très transscalaire comme ça, qui veut dire qu'il faut avoir une réflexion, je crois, simultanée entre des échelles très larges qui peuvent être à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une métropole, et puis simultanément être conscient de l'échelle d'un quartier, de l'échelle humaine, de l'échelle de la main qui se pose sur un matériau, de la question sensorielle du froid, de la chaleur, de qu'est-ce qui se passe quand on regarde au travers de sa fenêtre, et que toutes ces questions-là, c'est pas d'abord l'un et puis l'autre. Donc par rapport à tes questions, effectivement, je m'en empare un tout petit peu pour dire que je crois que moi, ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que l'architecte il soit capable de faire projet justement à des grandes échelles. C'est-à-dire on peut dessiner, être architecte et vouloir dessiner un champ à côté de la maison dont on est peut-être l'auteur, mais pas vraiment l'auteur, parce qu'il s'agit de fabriquer un toit pour des gens, donc il faut peut-être se mettre un petit peu dans une position de côté par rapport à ça. Et dessiner une rue, c'est aussi dessiner une architecture, dessiner une place, dessiner un quartier, voilà. Et tout ça, ça fait que, je dirais, dans les projets qu'on a essayé de faire depuis une quinzaine d'années, eh bien, on a développé cette approche où on essaye de pas vraiment faire des objets contextuels, en fait, parce que c'est pas des objets qui sont issus d'une pensée qui chercherait à ressembler à ce qu'il y a autour.
c'est des projets qui sont issus d'une pensée qui essaye de scénariser un avenir possible, un avenir potentiel pour des structures urbaines, pour des échelles de quartier, pour des programmes pour lesquels on est architecte, et qui tentent de les inscrire dans une durée, dans un temps, qui permet de laisser ouvert les choses, qui permettent aux gens de s'approprier les choses, et qui permettent de faire que l'acte architectural, il va être légitime, il va être pertinent, il va être utile. Et donc, on fait invariablement des projets sur des très grands territoires ou des projets sur des très petits territoires. Et je dirais, quelle que soit la taille des projets qu'on a fait, on a toujours eu cette démarche d'essayer de comprendre où on était et d'essayer d'avoir une action parfois très précise, parfois très concise, quand l'architecture est de petite taille, mais en même temps qui soit très significative par rapport à la fois à une projection dans le temps et puis une sorte de compréhension de scénario qui permet que l'acte y soit pertinent. Soit pertinent. Donc, tu penses ton architecture en valeur ajoutée quelque part ? Ouais, tout à fait, ouais. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. En valeur ajoutée ou même peut-être en fabrication de valeur ou en patrimoine presque. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas possible de se retrouver face à un commanditaire, soit qu'il veuille sa propre maison, soit qu'il soit un professionnel, un élu ou un institutionnel ou une commune, et de ne pas projeter l'acte de bâtir qu'on nous propose de nous financer, de ne pas le projeter dans le temps, de ne pas le projeter dans une permanence, et en même temps dans une appropriation, si tu veux. Et alors l'ADN de l'agence, c'est qu'on a souvent des programmes assez variés, c'est-à-dire que on a eu la chance historiquement de faire tantôt des espaces de bureaux, tantôt du logement, tantôt des études urbaines, tantôt de l'équipement. On a plus dessiné que construit, mais comme tous les architectes, je pense. Mais disons qu'en tout cas, si on cherche à discerner un peu ce qu'on essaie de faire, du coup, il faut regarder aussi ce qui n'est pas construit. Pour illustrer un peu l'histoire des projets, j'ai envie de te parler de certains projets parce que, en fait, très concrètement, si je te parle d'un projet de bureau comme Rubel, qui est un des premiers projets de l'agence, il est où ? Il est dans le sud francilien, le sud-est francilien, en fait. Rubel, c'est la zone d'activité de Melun, en fait. Donc on est très loin dans le Grand Paris, on est aux frontières vraiment de la campagne. On a une présence de la ruralité qui est très forte et en même temps on est dans une zone d'activité. On connaît bien ces territoires où finalement, quand on passe en voiture ou même quand on s'arrête, on se dit mais comment c'est possible en fait d'avoir une telle pauvreté urbaine. Et pourtant ce sont des lieux parfois très vivants, très habités, où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc c'est de la ville. S'il y a des gens qui vivent là, ça veut dire que c'est de la ville et qu'il faut regarder ça de manière, je dirais, avec un œil, sinon neutre, en tout cas bienveillant, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui travaillent. Et on est dans cette périurbanité-là où on se dit, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire d'aller travailler là-bas ? Comment est-ce qu'on met les gens dans une situation possible de confort pour travailler ? Mais sachant que travailler, ça n'est qu'une des fonctions de nos journées et que l'architecture, on a appris à considérer, selon nous, en tout cas, que ça doit quand même largement dépasser le programme. C'est-à-dire que si l'architecture n'est qu'une réponse à un programme, c'est compliqué de dégager des qualités singulières à cette architecture, en fait. Et nous, on considère que toute architecture, c'est un peu un habitat, finalement. Qu'on est toujours le même être humain quand on travaille, ou quand on habite, ou quand on se divertit, ou quand on consomme, ou quand on fait plein d'autres choses qu'on ne nomme pas, qui sont bien plus riches que ces préceptes un peu modernes, justement, que je viens d'énoncer, un peu 20e siècle. Et donc, on conçoit toujours nos architectures peut-être pas comme des maisons, mais comme des habitats. Et donc le sujet, là, dans cette périurbanité, c'était de dire, au fond, comment ce territoire il va évoluer, en fait. Est-ce qu'il va se densifier ? Est-ce que demain, ça deviendra de vrais quartiers ? Est-ce que ça va rester dans ce caractère très diffus, où finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller boire un café, c'est le règne de la voiture, il y a toutes ces enseignes qu'on connaît, l'hôtel Formule 1, le McDonald's... On connaît ces territoires, je veux dire, quoi. C'est un sujet majeur. Et ça l'était déjà en 2006 et encore bien avant. Et donc, quand on fait ce projet de bureau, on se pose toutes ces questions-là et on est là pour faire 3000 m². On n'est pas là pour réinventer la périurbanité, si tu veux. Et notre réponse, elle se traduit très clairement, successivement à ces questions-là, par un bâtiment avec un atrium, c'est-à-dire un lieu qui vient aller chercher une intimité, une sorte de repli sur soi, de capacité à être lui-même, à créer un paysage intérieur, et en même temps qui va aussi avoir des espaces qui vont se projeter sur l'extérieur. Et tout ça dans une très grande continuité, et sans être dans une volonté de s'isoler de l'environnement, mais plutôt en créant des grands espaces en façade qui sont comme des grands cadrages sur justement cet environnement périurbain.
qui fait que finalement, tu sais bien, quoi, quand on met un cadre à quelque chose, tout d'un coup, ça prend de la valeur. C'est-à-dire que quelque chose qu'on regarde avec un cadre et qu'on accepte de visualiser en le sertissant comme ça, que ça donne une sorte de valeur au lieu. Voilà. Qu'on soit depuis l'intérieur ou qu'on soit depuis l'extérieur. Et donc il y a cette sorte de vis-à-vis assez simple, parce que c'est un bâtiment assez simple géométriquement, où il n'y a pas de fenêtre dans ce bâtiment. Il y a des lieux qui ont une partie de leur forme qui n'ont pas de façade et qui sont entièrement vitrés en façade. Une des faces de certains lieux dans ce volume sont entièrement vitrées, et du coup il y a cette sorte de vis-à-vis, d'altérité qui se crée. Et c'est comme ça qu'on a élaboré les qualités de ce projet-là. En même temps, c'est totalement des questions disciplinaires, c'est-à-dire qui sont liées à la qualité d'une architecture, des qualités spatiales, des qualités de lumière, des qualités de matière qui sont là. Et en même temps, les raisons pour lesquelles on a fait ça, elles sont totalement déduites de la façon dont on a projeté, peut-être pas de manière totalement rationnelle d'ailleurs, de manière assez subjective, la façon dont il fallait habiter dans ce lieu. En fait, voilà, cette notion de façon d'habiter, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on crée dans notre architecture, c'est des façons d'habiter. Et on pense que c'est ça qui doit créer une sorte de singularité. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas qu'on puisse habiter des choses qui soient affectivement, en tout cas, totalement neutres. Je pense que l'architecture a la vocation à raconter une histoire, pas une histoire toujours textuelle ou orale ou qui soit dite, mais une histoire qu'on ressent, quoi. Et c'est une sorte de fond de scène à la vie, quoi, l'architecture, quand même. C'est particulier, c'est quand même incroyable. On vit tous dedans, quand même. Donc, tu sais, parfois, il y a des gens qui disent « Oh, j'adore les colombages, c'est tellement beau ». Et pas forcément des gens qui sont architectes. Je veux dire, quand on discute avec des gens, souvent, il y a cette attention portée aux détails d'architecture, à l'ornementation. Bien sûr. C'est évident. Moi, je pense que l'architecture, elle a besoin d'avoir une forme de singularité qui doit être à la juste échelle, de la bonne manière, avec le bon solfège, avec les bons arguments. Parfois, c'est la lumière, parfois, c'est autre chose. De manière à ce que les gens puissent s'approprier cette architecture. Et je pense que, notamment, l'architecture, elle traverse le temps pour une bonne part due à cette singularité-là, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que le tissu haussmannien, qui a été extrêmement bien décrit par Lannes et Franck Boutet, qui sont des amis et que je salue, tout ce qu'il raconte sur la permanence du tissu haussmannien et même sa très belle actualité par rapport à des questions aussi environnementales est évidemment tout à fait vrai. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que cette architecture, elle a une portée identitaire, elle appartient à tout le monde, si tu veux, à un moment donné. Et donc, je pense que les gens qui cherchent à habiter dans un bâtiment haussmannien, ou les gens qui vont apprécier une architecture de briques, ou les gens qui vont se sentir chez eux dans un immeuble de grande hauteur à New York au 25e étage, je pense que tout ça, ce sont des singularités, et je pense qu'on s'approprie des singularités. Je ne pense pas qu'on s'approprie des choses qui soient des choses neutres, quoi. Et donc je pense qu'il faut accepter que l'architecture, elle ait sa part de singularité, et que ça, c'est lié à ces éléments essentiels. C'est-à-dire qu'il faut le couler dans le béton, la singularité, pour pas que l'architecture puisse s'en séparer, quoi, pour pas qu'on puisse l'enlever, quoi, dans l'architecture. Donc quand on fait un bâtiment qui a un atrium, vous pouvez pas retirer l'atrium, en fait, de l'architecture, ou alors faut tout casser, quoi. Donc ça fabrique sa permanence aussi et sa qualité. Voilà. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué dans ton travail, en observant un petit peu, que l'atrium était un leitmotiv, que la trame revenait beaucoup, c'est vrai. Parfois le prisme. Il y avait de subtiles variations, en général sur un thème, et aussi une récurrence de blanc et de bois. L'atrium, on y revient. Comment tu l'argumentes? Parce que par rapport à l'espace, il se passe plein de choses dans un atrium. Oui, tout à fait. Tout à fait. La déambulation, les façades qu'on ne va pas traiter comme une façade urbaine sur rue, donc pas les mêmes isolations. J'imagine que c'est un peu ce que tu mets en avant. Oui, évidemment, il y a tout ça, tu as raison. Il y a effectivement une figure, une typologie qui a une certaine récurrence dans notre production, je dois bien l'avouer. Comme je disais tout à l'heure, on essaye de faire des actes essentiels, sans être trop arrogant, mais en tout cas de ne pas faire plus que ce qui est nécessaire et de faire absolument très bien ce qui nous semble nécessaire. Et donc ça a trait souvent à la typologie du bâtiment. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on fait en ce moment un concours en Suisse, qui est une formidable opportunité, et on est très stimulé au bureau de faire ce concours. Et comme par hasard et par hasard, on se retrouve avec une cour, comme un cloître, là, qui est extérieur pour le coup, qui est une sorte de jardin intérieur qui correspond
aussi au programme parce que c'est un lieu plutôt de santé qui accueille des personnes qui ont des problèmes de psychose et donc il y a une notion de centrement, de focalisation, donc de plan centré. Et pour d'autres raisons, on se retrouve effectivement avec cette typologie, en tout cas centrée. Là, ça n'est pas un atrium. Et oui, il y a la question de la déambulation. Il y a aussi la question que, en fait, ça fabrique une sorte de paysage intérieur qui n'est pas un paysage qui est déduit de ce qui se passe autour, justement. Parce que je pense qu'il y a aussi une grande part d'autonomie possible de l'objet architectural. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on ferme la porte, on ne se réfère pas dans son habitabilité totalement non plus à l'extérieur. On n'habite pas. On habite son appartement, on habite son quartier aussi, c'est tout à fait vrai. Mais assez souvent, on trouve intéressant que notre architecture, elle ait une forme d'autonomie qui soit liée à un lieu. Une intériorité ? Voilà, donc une intériorité. Et cette intériorité, c'est vrai qu'on l'a déclinée plusieurs fois sous la forme d'un lieu un peu solennel, qui est un atrium avec une lumière particulière. Et ça nous intéresse à ce titre-là. Ça nous intéresse aussi parce que ça, c'est ce qu'on avait fait aussi à Rubel, pour revenir à cette référence-là. C'est la première fois qu'on l'a fait, on l'a refait depuis. C'est aussi un lieu de ventilation. Donc là, c'est bien plus pragmatique, évidemment, mais on sait bien qu'en fait, depuis la nuit des temps, pour rafraîchir un espace, il faut ouvrir la fenêtre. C'est tout simplement ce qu'on fait dans cet espace-là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des problématiques réglementaires très complexes, en fait, pour arriver à faire ce genre d'espace. Donc assez souvent, il y a des questions d'avis technique, il y a des questions de dérogation, d'aspects dérogatoires, que je révoquerai peut-être, qui sont liés à ces lieux-là. Mais c'est aussi l'idée que cette architecture-là, eh bien, elle a les ressources pour exister en 2050. Elle a les ressources pour gérer une question de confort d'été. Elle a les ressources pour rester elle-même. C'est-à-dire que l'atrium, c'est à la fois un lieu, c'est à la fois un lieu thermique, donc c'est à la fois un lieu technique aussi. C'est un lieu commun aussi, c'est-à-dire c'est un espace de sociabilité. C'est la place intérieure de cette architecture, dans le cas de Rubel, et puis dans le cas d'un autre projet qu'on a réalisé à Champs-sur-Marne, qui est la résidence étudiante qu'on a faite avec I3F, qui elle aussi contient un atrium. Et donc pour plein de raisons, c'est vrai que c'est une figure qu'on retrouve, mais je dirais il y a souvent cette réflexion à l'échelle architecturale, en tout cas, sur la relation entre la peau et les os, et la relation entre le milieu intérieur et la façon dont un bâtiment il peut se suffire à lui-même pour être aussi écologiquement vertueux, c'est-à-dire bioclimatique. Voilà, c'est des questions qu'on traite beaucoup aussi. J'ai été, entre guillemets, moi, élevée à coups de patio qui était couvert avec des jardins tropicaux. Le leitmotiv, c'était donc Paul de Ponte, le corps de métal et le cœur végétal. Donc ça m'interpelle beaucoup ce que tu racontes. Est-ce que tu n'as justement pas pu ou voulu aller plus loin dans l'appropriation de cet espace ou de sa végétalisation Oui, c'est une très bonne question et je vois bien la généalogie du coup, effectivement. Par exemple, si je parle de la résidence étudiante donc de 200 chambres qu'on a réalisée à Champs-sur-Marne avec I3F, devant l'école d'architecture qui m'a élevé, on va dire, nous, on a considéré que notre action, il fallait qu'elle ait une limite pour que justement les espaces restent suffisamment singuliers mais suffisamment neutres pour qu'ils soient appropriables. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont déjà extrêmement qualifiés par leur géométrie, par leur dimension, par leur lumière, par leur matérialité. Et on postule, peut-être que c'est une erreur, mais on postule qu'il y a une capacité humaine, si on la rend possible. Peut-être qu'il faut savoir après coup si on l'a rendu possible ou pas, à ce que les lieux soient appropriés. Mais enfin, l'histoire des villes et des hommes montre que les êtres humains passent leur temps à s'approprier, à déformer, à transformer, à faire muter, et c'est très bien. Et nous, on pense que c'est ça qu'il faut rendre possible. Et du coup, non, on ne va pas plus loin que ça. Et alors, il y a des cas où on peut considérer que la nature de ce lieu intime, il est totalement végétal. Par exemple, dans ce concours en Suisse, justement, c'est ça qu'on fait. C'est un lieu très végétal, extérieur. On peut y aller, mais en fait, il y a cette intériorité, effectivement. Donc là, c'est sa nature, c'est sa singularité d'être végétal. Mais c'est plus un atrium, c'est un cœur de cloître, quoi. Ouais. Donc c'est un patio, comme tu dis, effectivement. Mais ça reste quand même un plan centré. Ça reste une typologie à avoir avec la même question.
Et non, dans le cas des 2 atriums de bureaux et donc de logements, on a considéré qu'il fallait au contraire qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et donc on n'a pas inventé une sculpture ou des choses comme ça. Et on est justement très demandeur que ce soit approprié. On a travaillé un peu avec I3F et les gens qui gèrent la résidence au quotidien. Alors après, il y a eu des problématiques de crise sanitaire, mais en tout cas, on a mis en place avec eux la possibilité qu'il y ait un petit festival de cinéma, d'architecture, qu'il y ait de l'événementiel. Et donc, je pense que tout ça prendra sans doute du temps, mais on préfère ça plutôt que de nous imposer plus quelque chose. On a l'impression que l'architecture, elle est déjà assez présente. Elle a déjà cette part de singularité qui peut-être et s'impose parfois pour certains. On se dit qu'en tout cas, c'est déjà bien suffisant et que l'autre part, il faut qu'elle soit faite des gens dans l'architecture, quoi. D'accord. Alors, c'est peut-être l'ADN de l'urbaniste, là, qui parle. Parce que finalement, cet atrium, il est urbain, quelque part. Il propose une intériorité, mais il s'inscrit quand même dans l'urbanité. Enfin, moi, je le ressens comme ça quand tu le racontes. Tu veux dire que sa raison d'être, elle est aussi liée au territoire, c'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les 2 cas, à Rubel et à Champs-sur-Marne, on est dans un environnement périurbain, plutôt en ville nouvelle, dans le secteur de Marne-la-Vallée de Champs-sur-Marne, plutôt dans une périurbanité, je dirais moins, qui n'est pas une ville nouvelle, en tout cas dans la zone d'activité de Melun. Mais dans les 2 cas, la question se pose toujours effectivement, comment est-ce qu'on habite ce lieu ? Et donc, il nous semblait qu'être seul face à un horizon magnifique, parce qu'on a les forêts du bois de Grasse autour de soi, et en fait, c'est un environnement, une géographie très très belle, en fait. Marne-la-Vallée, c'est une vallée, donc, avec la Marne, qui est magnifique. Mais en fait, on se disait qu'être seul face à ce territoire-là, quand on est étudiant et qu'on a quand même 18 mètres carrés 25 à occuper, il manque quelque chose, quoi. Et on trouvait qu'à la fois, il fallait se positionner à l'angle de la parcelle, presque comme un coin de rue dans une ville plus sédimentée, où on va pouvoir trouver un café au coin de la rue. Voilà, ce qui est en train de se faire d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres bâtiments qui arrivent en face. Et ce coin de rue est en train de devenir un vrai lieu, je crois, d'urbanité. Enfin, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite aux étudiants et aux professeurs en tout cas. Et donc, je dirais, le rééquilibrage de ce formidable horizon, mais un peu esselé, on va dire, c'est arriver à focaliser, à d'identifier un sentiment de communauté étudiante. On est quand même 200 chambres, donc c'est quand même 200 étudiants au minimum, pour ceux qui ne sont pas en couple. Et donc, ça nous paraissait intéressant d'arriver, presque de trouver une urbanité intérieure, en fait, à cette architecture, puisque c'est presque une place. On s'y croise, on se voit, et ils peuvent être 200 autour du patio, ce qui n'existe pas si c'est, comme dirait Colas, les bâtiments un peu schizophrènes où en fait chaque plateau est autonome de l'autre et seul l'ascenseur les relie et personne ne sait ce que fait l'autre au-dessus et en dessous. Là, il y a un peu une volonté en couple de travailler une urbanité, tu as raison, tout à fait. Intéressant. Alors, les autres projets ? Oui, alors, il y a aussi un projet qui m'a beaucoup intéressé, qui est un projet d'études urbaines, en fait, dans le quartier de l'Elzo, dans la métropole strasbourgeoise. Donc j'enseigne depuis 6 ans à l'École nationale d'architecture de Strasbourg et il faut bien avouer que la métropole strasbourgeoise est assez passionnante et donc on a commencé à travailler sur ce territoire à peu près à cette période-là et ce projet pour moi il est important parce que c'est un projet où justement on a réussi à légitimer cette démarche de regarder à la fois le très grand et le très petit et en fait la commande était la suivante, il fallait inventer un devenir pour ce quartier de grand ensemble qu'est l'Elzo, qui localement est assez connu de manière négative parce qu'il y a la prison là-bas de la métropole. Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a une qui est très connue, la prison de l'Elzo. Donc c'est beaucoup le quartier de la prison pour les Strasbourgeois. C'est un quartier, évidemment, qui a tous les stigmates des grands ensembles qu'on connaît depuis de nombreuses années, où les politiques urbaines suturent, réparent, essayent, mais où les difficultés restent là. Voilà, il faut bien le dire. C'est très réel et très vrai. Et c'est un peu un des quartiers les plus marquants de ce point de vue-là à Strasbourg, après le quartier du Neuhof, mais qui a été très transformé pendant de nombreuses années. Et donc on arrive dans ce quartier-là avec une commande de trouver la façon de en fait, faire l'étude en rue, à l'agence de renouvellement urbain, et pour faire voter les financements. Voilà. Et ce quartier est physiquement et dans les esprits une impasse. Le quartier en tout cas est en impasse physiquement, c'est-à-dire qu'il bute sur sa géographie qui est notamment
un cours d'eau qui s'appelle l'Île, parce que c'est une sorte de presqu'île d'Elzo. Et puis c'est une impasse, en tout cas pour nous, quand on y arrive intellectuellement, parce qu'on se demande ce qu'on va bien pouvoir faire à cet endroit-là. C'est un sujet quand même complexe. Et on commence à se dire qu'il faut sans doute regarder la métropole dans son ensemble pour comprendre ce que pourrait devenir l'Elzo, partie de la métropole. Et donc on fait pas mal de cartographie qui nous révèle en fait que cette métropole, elle est en fait un peu une somme d'archipels. C'est-à-dire c'est pas un magma continu urbanisé, imperméabilisé avec des rues partout. C'est plutôt une somme d'archipels avec des quartiers. Il y a le centre historique et puis il y a différents quartiers. Et entre ces quartiers, c'est de la géographie. C'est de la forêt, c'est de l'eau. Il y a beaucoup d'eau à Strasbourg et on voit qu'en fait ce qui fait lien dans la métropole, comme d'autres avaient vu sans doute avant nous, enfin c'est évidemment des réflexions qui sont partagées et partageables, eh bien ce qui fait lien c'est la géographie. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on se rend compte que ce quartier de l'Elzo, si vous tombez sur la carte un jour qui se trouve sur le site internet notamment de l'agence, eh bien l'Elzo en fait fait moins partie d'une zone urbanisée qu'il faudrait densifier ou remembrer que d'un corridor écologique très large en fait. Et donc s'il fallait regarder la structure globale de la métropole, en fait, on se rend compte que ce quartier est plutôt une sorte d'insularité au milieu d'une géographie, plutôt qu'une partie constituée urbaine. Et ça nous donne la lecture d'une autre possibilité que de simplement faire un quartier un peu différemment, ou en tout cas simplement transformer le quartier. Ça nous donne l'idée que peut-être c'est possible d'inventer un quartier très en relation avec son paysage, avec sa géographie, trouver une forme d'habiter, un mode d'habiter, encore une fois, à cette échelle-là du quartier un peu différent, peut-être avec de l'habitat individuel, peut-être que les gens qui étaient dans des tours et dans des bars, peut-être qu'ils peuvent retrouver le sol comme ça, et peut-être qu'ils peuvent accéder à la propriété, et peut-être qu'en fait il faut se servir de cette géographie pour habiter dedans, plutôt que d'en faire une zone plus imperméable que ce qu'elle est. En fait, il faut plutôt la faire respirer et faire respirer tout un corridor écologique nord-sud qui est à l'échelle de la métropole et qui doit devenir passant parce qu'en fait, là je vais encore un peu plus loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le paradigme du développement urbain, c'est la relation entre l'habité et la géographie. C'est de se demander quel est le nouveau contrat entre ville et nature qu'on va bien pouvoir penser pour pouvoir habiter avec notre environnement et pas contre notre environnement. Enfin, on est quand même dans une période où on a quand même compris que construire, c'est détruire la planète. Construire des bâtiments, c'est détruire la planète. Donc Strasbourg, très simplement, c'était une très belle occasion de raisonner à plusieurs échelles simultanément, celle du quartier et celle de la métropole. Et c'était une expérience très stimulante pour ça, parce qu'on a pu rendre opérationnel, comme dans d'autres projets, mais à une échelle, je dirais, plus large, cette pensée transcalaire sur le territoire. Mais vraiment en se disant que le regard de l'architecte, il peut avoir cette échelle large, et on peut même décider de dessiner des choses très largement et faire projet à l'échelle de la métropole et de la région, pour peu qu'on ne soit pas en train de faire un beau tableau, qu'on soit en train d'essayer de rendre des services plutôt. Parce que s'il s'agit de faire une belle forme, que ce soit à petite ou à grande échelle, on est forcément un peu tout seul à s'auto-célébrer. Et donc en conclusion, ça a permis en tout cas de rajouter un zéro au financement en rue et qui était déjà de plusieurs millions, je crois. Et donc c'était un peu notre petite victoire de pouvoir avoir participé à ça. Et puis là, je crois que c'est parti sur des concours avec des paysagistes. Donc c'est bien que en tout cas le propos a été entendu sur la primauté de la géographie sur l'urbain dans cette étude-là. Oui, je voulais parler peut-être d'un autre projet qui est un peu dans cette veine-là, qui est un projet qui s'appelle AgroCity, qui est un projet qui a une sorte d'étude prospective sur le devenir des quartiers productifs. En fait, c'est un opérateur foncier très, très important franco-anglais qui s'appelle Proudreed, qui est venu nous voir parce qu'ils organisaient un concours d'idées, on va dire avec des sites potentiels, mais seulement potentiels encore à ce stade. Donc c'est une étude qui a un lieu d'atterrissage en fait dans l'ouest francilien, mais qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. Et on nous a proposé de réfléchir, ce qui est déjà formidable de la part de cet opérateur-là, à la façon de faire autrement ces zones d'activité, en commençant par ne plus les appeler des zones, mais plutôt des quartiers. Et donc avec une vraie demande de leur part de mixité, de fabriquer des lieux de travail pour les gens à qui ils louent tous ces locaux, qui soient plus confortables, qui soient plus de la ville, pour reprendre leurs mots. Et c'était une aventure formidable, parce que on a abordé un peu plus cette question frontalement, des quartiers productifs, des zones d'activité,
qu'on avait abordé plusieurs fois, mais peut-être par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire quand je parlais du projet de Rubel, par exemple, on était un programme dans ce territoire, alors que là, on nous proposait de dire peut-être comment faire pour transformer ce territoire. Et c'était très intéressant. C'est un projet, on n'était pas tout seul, on a fait ça avec Franck Boutet, encore une fois, avec un formidable paysagiste qui s'appelle Jean-Christophe Nani, qui dirige TN+, et puis avec une association qui s'appelle Ferme d'Avenir, et qui s'occupe de faire venir de nouveaux agriculteurs qui font une agriculture vertueuse biologiquement, plutôt dans une échelle de distribution qui soit celle plutôt de la région, quoi. D'accord. Voilà. Circuit court. Circuit court, voilà. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte que, alors là, je peux le dire quand même, on est dans une ville qui s'appelle Plaisir, et on est dans une sorte de cadavre exquis où il y a la zone pavillonnaire, il y a le centre-bourg, il y a le Ikea au bord de l'autoroute, il y a la Nationale, il y a des champs, il y a la forêt, enfin vous imaginez bien de quoi je parle. Et on s'intéresse en tout cas à une toute autre échelle, c'est-à-dire que on commence à se rendre compte que ces différentes natures de quartier, c'est pas si grave en fait qu'elles aient des natures différentes, quoi. Et en fait cette histoire de ville zonée qui est très dommageable, cette histoire un peu du XXe siècle, quoi. Les architectes modernes du XXe siècle, ils pensent qu'il faut zoner la ville et puis on embraye avec ça beaucoup dans les politiques, dans l'aménagement de territoire. Enfin, vous connaissez tout ça et on le vit au quotidien. Mais finalement, il y a plein de gens qui sont très heureux d'habiter un pavillon et ça correspond aussi peut-être à leurs moyens, à leur mode de vie. Donc voilà, toujours d'essayer d'avoir ce regard quand même aussi bienveillant sur le territoire en considérant qu'on peut améliorer, amender, transformer, mais qu'il ne faut pas considérer que c'est bien ou c'est mal ou qu'on peut venir avec une autre théorie. Je crois beaucoup aux théories. Je crois très peu aux utopies, c'est-à-dire je crois très peu à la belle perspective, la belle image, où on dit voilà dans 10 ans ce sera comme ça, vous serez heureux. Je crois beaucoup au fait qu'on part de la réalité, quoi. Je pense que c'est une des solutions pour arriver à faire, quoi, en fait. Oui, parce qu'en plus, les gens vivent. Les gens vivent. Et sont attachés à Bien leur sûr. mode de vie. Voilà. Ils ont travaillé, ils Bien se sûr. sont investis. Bien sûr. Et c'est beaucoup d'énergie. Bien Et sûr. c'est beaucoup Leurs enfants ont grandi ici. Voilà, il y a beaucoup d'attachement. Donc Voilà. toute cette part de ces tranches de vie, cet affectif, on ne Voilà. peut pas le balayer d'un revers de main. Tout à fait. Et de ne pas regarder ça depuis un hypercentre un peu aisé, qui considérait qu'il y a des formats de ville souhaitables et d'autres moins souhaitables. Oui, parce qu'effectivement, pour nos auditeurs, le pavillon, enfin le modèle pavillonnaire est très critiqué. Il est critiqué à bien des titres de manière légitime, parce que on sait bien que l'étalement urbain génère beaucoup de déplacements, qui génère beaucoup d'essence, qui génère beaucoup de carbone, et donc on voit bien quels sont les problèmes. Mais moi, je ne sais pas si demain, il faudra faire des villes plus denses, en fait. Parce qu'on essaye de le faire, et en fait, on n'arrête pas du tout l'étalement urbain. Nulle part dans le monde. Je crois que les chiffres sont assez saisissants, je ne les ai pas en tête, mais l'étalement urbain continue dans des très très grandes proportions. Donc cette question-là, elle est plus complexe que te dire il faut faire A ou il faut faire B. Donc, et puis même ces zones d'activité, en fait, encore une fois, on peut les regarder de manière critique. On peut considérer qu'on peut faire peut-être mieux ou autrement, mais il y a des gens qui vont là-bas le week-end, la semaine, qui consomment, qui se divertissent, qui travaillent, certains même qui habitent temporairement ou de manière définitive. Donc ce sont des lieux habités, pratiqués, et à ce titre-là, il faut les regarder de manière assez douce, quoi, ouais, avec du recul, et bienveillante. Et donc, ce qu'on a commencé à se dire, c'est que assez vite, on s'est rendu compte que, en fait, cette zone d'activité qu'on regardait, elle était entre la forêt, la nationale, le pavillonnaire, le centre-bourg. C'est une pièce du puzzle, comme ça, à la rencontre de tout ça. Et assez vite, on s'est rendu compte que c'était, en fait, un vecteur de transformation pour l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si on transformait ce secteur d'activité des Gâtines en le dotant de mixité urbaine, avec peut-être des équipements, avec une ligne de bus qui était déjà là, mais qu'on peut renforcer, avec de l'agriculture, et qu'on en fait un vrai quartier, on peut considérer qu'il y a une complémentarité qui se met en place avec la zone pavillonnaire, avec le centre-bourg, parce que c'est peut-être pas les mêmes commerces, il faut être vigilant à ça, parce que il peut y avoir un grand lycée qui s'installe finalement où il n'y a peut-être pas la place dans le centre-bourg. Par rapport à la zone pavillonnaire, et ben tout d'un coup, si on la désenclave un petit peu, et ben peut-être qu'on peut aller au cinéma ou aller consommer ou aller trouver son bus en sortant de la zone pavillonnaire à côté, sans demander à la zone pavillonnaire d'être autre chose qu'elle-même. Et puis finalement aussi de venir trouver une forme d'urbanité un peu entre ville et campagne,
qu'on a appelé une sorte de cadastre fertile. Alors là, je parle de la structure urbaine qu'on a essayé d'aboutir en lanière, comme ça, qui vient tirer une trame, encore une fois, mais cette fois-ci une trame de sol qui est dictée par le bassin versant, c'est-à-dire le parcours de l'eau depuis le ciel jusqu'à la terre, qui a organisé le sens des rues, le sens des parcelles, pour qu'elles soient aussi fertiles et qu'on puisse faire, je crois qu'il y a à peu près 2 hectares d'agriculture programmée là-dedans grâce à la Ferme d'Avenir. Et donc à la fois un lieu de mixité urbaine, un lieu de mélange aussi ville-nature, un lieu productif, mais je dirais à plus d'un titre, c'est-à-dire une mixité de production qui soit beaucoup plus importante que celle qui était programmée à l'origine, donc de la production agricole, mais aussi du tertiaire, mais aussi de l'entrepôt. Enfin, aussi se dire que la production, on ne peut pas vraiment en avoir honte, il y a des gens qui travaillent dedans, et pourquoi pas vitrer les entrepôts, en fait, si on a un peu les moyens, et finalement... de les scénographier quelque part. Oui, tout à fait. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça nous a permis de travailler l'idée que en fait, maintenant, dès qu'on fait quelque chose de nouveau sur un territoire, il faut que ça serve à ce qui existe. Mais que ça serve réellement. C'est-à-dire que pas simplement parce qu'on rajoute un commerce ou qu'on rajoute une qualité urbaine, une programmation en plus, ça c'est effectivement déjà très important, mais se dire que, en fait, ce qu'on peut construire de plus dans un territoire, il faut que ce soit utilisable comme levier pour faire rentrer l'ensemble du territoire existant dans une transition écologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Franck Boutet, et aussi Jean-Christophe Nani et nos amis de Ferme d'Avenir, dans le sens où, en fait, ce quartier était censé produire de l'énergie pour les quartiers existants également, était censé être un support potentiel de production alimentaire pour aussi les habitants qui sont déjà là. Et c'est aussi par rapport à la question que je posais tout à l'heure, qui est une question que je pose souvent à mes étudiants. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à construire quand construire, c'est détruire la planète En tout cas, quand on fait du béton. Et puis, Ugaro fait aussi que en fait, 90% du problème carbone aujourd'hui lié au monde du bâtiment et à l'aménagement du territoire est lié au parc existant. 99%. Donc, on a beau faire des bâtiments magnifiquement écologiques, dans ce cas-là, on gère que 1% du problème. Donc, cette étude urbaine sur les parcs d'activités de demain, en fait, c'était l'affirmation d'une réflexion qui est de dire c'est l'occasion de fabriquer de la transition écologique. Et en fait, si chaque matériau mis en œuvre, si chaque construction réalisée est l'occasion en fait de réhabiliter ce qui existe déjà, et ben en fait là on rentre dans une logique de transformation et de partage de ce qui est nouveau et comment ça peut servir à ce qui existe, qui devient assez intéressante. Et ça, c'est une vraie leçon et ça nous a permis de fabriquer une petite production comme ça qui nous a passionnés. Finalement, c'est une sorte de travail homéopathique, non ? Ouais, ou d'acupuncture, effectivement. De médecine douce. Ouais, de médecine douce. Alors après, c'est assez affirmé architecturalement et ça transforme vraiment les choses. C'est parce qu'il y a cette question quand même de s'autoriser à faire des choses nouvelles et qu'elles aient cette singularité et cet apport, et puis d'inventer, en tout cas d'essayer de travailler des nouveaux formats d'urbanité. Mais oui, il y a une sorte peut-être de judo plutôt, où finalement on utilise la force de l'autre pour réussir quelque chose de plus global, quoi, qui dépasse simplement la raison d'être de la nouvelle édification. L'équipe de l'agence est composée de quelle manière ? Alors l'équipe d'agence, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes. C'est-à-dire que même si on a pu travailler sur des sujets grands, étendus parfois, ou importants en mètres carrés, en fait, on a toujours été une petite équipe. Ça, c'est assez chouette parce que ça reste assez familial. On n'est pas du tout contre être plus nombreux ou être moins nombreux, mais en tout cas, le fait est que... Vous avez trouvé cet équilibre-là. Voilà, il y a un peu cet équilibre-là qui a toujours été entre 7 et 15 personnes, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu un trio où il y a donc Marie Madinier, qui effectivement est ma collaboratrice précieuse depuis plus de 10 ans, et qui est quelqu'un de très inspiré, très pragmatique, très doux, qui sait très bien emmener les projets vers leurs nécessités opérationnelles et travailler avec les maîtres d'ouvrage, ce qui est extrêmement précieux. Et Tugdual Prigent, qui est un jeune collaborateur, qui est lui aussi très précieux, qui est très opiniâtre sur les questions de chantier. C'est lui qui a suivi le chantier de Champs-sur-Marne et sans lui, ça ne serait pas du tout comme ça aujourd'hui, je pense. C'est quelqu'un qui a une volonté de travailler sur les matériaux très forte. C'est quelqu'un qui a fait l'école de Grenoble et qui a travaillé sur la question des matériaux. C'est quelqu'un qui est aussi responsable de l'infrastructure un peu de l'agence, tout ce qui est numérique et BIM management. Et puis il y a à part ça des salariés, parfois quelques stagiaires, et même un jeune apprenti en ce moment, qui sont plutôt des gens jeunes en général, qui apportent beaucoup d'énergie et qui stimulent beaucoup le travail au quotidien. Peut-être un mot pour conclure sur les projets ?
En conclusion, sur les projets, je dirais qu'on est très chanceux de travailler à différentes échelles et sur différents programmes. Et c'est grâce à ça qu'on apprend tous les jours un peu plus ce qu'on cherche à faire, tout simplement. En conclusion, comment imagines-tu le monde d'après ? Le monde d'après, c'est maintenant. Voilà. C'est peut-être ça, non ? Ouais. C'est-à-dire que faut pas espérer qu'il va se passer autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. Il faut faire avec. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser les choses de manière totalement planifiée et il faut travailler avec une très grande incertitude, en fait. Mais parce que cette époque veut ça. Et donc, moi, je dirais, il n'y a pas de monde d'après. Il y a maintenant et il y a faire avec ce qu'il y a et essayer de le transformer et d'aller dans le bon sens. Et c'est pour ça que nous, on essaie de faire des architectures qui sont très capables de se déployer sous différents usages, en tout cas dans le temps, pas sous différentes formes, mais sous différents usages, et de faire en sorte que... voilà, je crois que c'est Aldo Vanek qui disait ce qui est important, c'est pas les choses, c'est ce qui se passe entre les choses. Et nous, on essaye vraiment de plutôt fabriquer des systèmes relationnels entre les choses, d'avoir des choses qui puissent évoluer dans le temps, et au gré de cette question que, justement, comme tu dis, le monde d'après, moi je pense qu'il n'y en a pas de monde d'après, il y a à s'appuyer sur ce qu'on a et ce qu'on peut faire, et il y a plein de choses formidables qui ne demandent qu'à s'affiner ou être révélées, quoi. Quel conseil donnes-tu à tes étudiants ? Écoute, j'ai eu à faire l'exercice justement la semaine dernière devant un parterre d'étudiants à Belleville, où on me demandait un peu d'intervenir là-dessus. Je pense que vu le niveau de complexité auquel on est confronté, voilà, et auquel il faut s'attaquer du coup, moi ce que je leur disais en tout cas dans cette conférence, mais je pense que c'est ce qu'il faudrait pouvoir dire, et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que je pense qu'il faut à la fois se trouver un peu soi-même, c'est-à-dire arriver à développer une sorte de parole qui soit sienne, qui soit peut-être issue de plein d'autres paroles évidemment, mais qui soit un peu sienne, ne serait-ce que pour pouvoir se positionner face à des interlocuteurs qui sont très nombreux en fait dans le monde de la fabrication de la ville et de l'architecture, et qui ont leur expertise et leurs compétences et leur légitimité. Et je pense que pour arriver à atteindre un autre objectif qui est de jouer collectif, moi le conseil que je donnerais aujourd'hui aux étudiants, c'est de jouer très très collectif. Mais je pense que pour jouer collectif, il faut savoir ce qu'on a nous à apporter. Et donc c'est à la fois de trouver une sorte de singularité qui se construit avec le temps, un temps assez lent d'ailleurs par rapport au temps des projets, ça c'est toujours un peu saisissant. Je pense qu'il faut faire cet effort encore plus qu'hier de trouver une singularité, une parole à soi et une sorte d'utilité qui est la sienne pour pouvoir justement être serein dans un monde qui doit être très collectif et qui va le devenir de plus en plus. Un autre mot pour la fin ? Merci. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très riche et merci surtout à toi. Merci à toi. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.